C'est un samedi matin de début décembre. Le genre de matin où l'air est froid mais où le soleil brille. Les décorations de Noël commencent à apparaître aux fenêtres. Les guirlandes, les sapins, cette ambiance magique de fin d'année où tout le monde sourit un peu plus, où les enfants comptent les jours avant Noël, où les parents s'activent pour préparer les fêtes. Julie vit dans une petite maison de banlieue avec son fils Lucas. Elle est mère célibataire depuis 2 ans maintenant. Le père de Lucas est parti sans vraiment d'explication. Depuis, c'est elle et lui contre le monde. Elle travaille dans une banque, des horaires normaux, un salaire correct. Rien d'extravagant mais ils s'en sortent. La maison est modeste mais chaleureuse. Un petit jardin, 3 chambres, un quartier calme où les voisins se disent bonjour. Lucas vient d'avoir 5 ans. 5 ans, c'est l'âge où le Père Noël devient une obsession, où chaque soir avant de dormir, on parle du grand monsieur en rouge qui va venir apporter des cadeaux. Lucas ne parle que de ça. À l'école, à la maison, dans la voiture. Le Père Noël par-ci, le Père Noël par-là. Pour son anniversaire, Lucas a une seule demande. Une seule chose qui le rendrait vraiment heureux. Il veut voir le vrai Père Noël. Pas une photo dans un centre commercial. Pas un dessin animé. Non, le vrai. Celui qui vient chez toi. Julie trouve l'idée mignonne. Un peu coûteuse peut être, mais pourquoi pas. Lucas mérite d'être heureux. Et puis tous ses petits copains de l'école seront là. Ça fera une belle surprise. Elle cherche en ligne. Elle tape sur Google. Père Noël à domicile. Animation. Père Noël anniversaire. Des dizaines de résultats apparaissent. Des plateformes, des sites, des profils sur les réseaux sociaux. C'est un vrai business apparemment. Julie compare les prix, les avis, les photos. Elle veut quelque chose de bien mais pas trop cher non plus. Elle tombe sur un site qui a l'air professionnel. Design propre, logo sympa. Elle parcourt les profils d'animateurs. Il y a des clowns, des magiciens, des princesses et bien sûr des Pères Noël. Elle clique sur un profil qui attire son attention. Patrick. 50 ans environ sur les photos. Costume de Père Noël impeccable, barbe blanche parfaite, sourire chaleureux. Sa description dit qu'il fait ça depuis une quinzaine d'années. Qu'il adore les enfants, qu'il a travaillé dans des écoles, des hôpitaux, des fêtes privées. Et surtout, les avis. Que des 5 étoiles, des dizaines d'avis élogieux. Patrick a été formidable avec les enfants. Très professionnel. Mon fils était émerveillé. Je recommande à 100%. Ça rassure Julie. Le prix est raisonnable aussi. 100 € pour 2 heures. Ça inclut le costume, les photos et un petit cadeau pour chaque enfant. Julie réserve. Elle remplit un formulaire en ligne. Date, heure, adresse, nombre d'enfants, instructions spéciales. Elle reçoit un email de confirmation quelques heures plus tard. Patrick confirme qu'il sera là samedi après-midi à 14 heures. Parfait. Julie est excitée. Lucas va être tellement heureux. Le samedi arrive. Julie a préparé la maison. Décoration d'anniversaire partout. Ballons, guirlandes. Un gros gâteau au chocolat que Lucas adore. Elle a invité une dizaine d'enfants de l'école avec leurs parents. Tout le monde est là vers 13h30. Les enfants jouent dans le salon, les parents discutent dans la cuisine. L'ambiance est joyeuse. À 14h pile, on sonne à la porte. Julie ouvre. Et là, le Père Noël. Patrick dans son costume rouge éclatant. Sa barbe blanche immaculée. Son gros sac rempli de cadeaux. Ho ho ho. Bonjour, je cherche la maison de Lucas. Les enfants explosent de joie. Ils courent vers la porte. C'est le Père Noël, le vrai Père Noël. Lucas est bouche bée. Ses yeux brillent. Il n'en revient pas. Cette histoire, je l'ai trouvée sur Reddit. Et croyez-moi, ce qui commence comme une fête d'anniversaire parfaite va devenir le pire cauchemar de Julie. Patrick entre dans la maison. Il est exactement comme sur les photos. Chaleureux, professionnel. Il salue tous les enfants. Il leur demande s'ils ont été sages cette année.
Il fait quelques tours de magie simple qui émerveillent les petits. Il sort des cadeaux de son sac, des petits jouets emballés qu'il distribue à chacun. Les enfants sont ravis, les parents aussi. Tout le monde prend des photos avec leur téléphone. Patrick propose même de prendre des photos professionnelles. Il a un appareil photo avec lui, un vrai appareil reflex. Je vous envoie toutes les photos par email après. C'est inclus dans la prestation. Comme ça, vous avez de beaux souvenirs. Julie trouve ça génial. Elle donne son adresse email. Patrick note dans un petit carnet. Pendant la fête, Patrick est partout. Il joue avec les enfants. Il raconte des histoires. Il chante des chansons de Noël. Les enfants sont suspendus à ses lèvres. À un moment, il demande à Julie s'il peut utiliser les toilettes. Bien sûr. Premier étage, première porte à droite. Patrick monte. Julie ne fait pas vraiment attention. Elle est occupée avec les enfants, avec les parents, avec le gâteau qui doit sortir du four bientôt. Il y a tellement de bruit en bas, tellement d'enfants qui courent partout. Patrick reste absent peut être diminue, peut être un peu plus. C'est difficile à dire avec toute l'agitation. Quand il redescend, il continue l'animation comme si de rien n'était. Il reste exactement 2 heures comme prévu. À 16 heures, il annonce qu'il doit partir. Le Père Noël a beaucoup d'autres enfants à voir aujourd'hui. Les enfants sont déçus, mais ils comprennent. Ils lui font tous des câlins. Lucas ne veut pas le laisser partir. Patrick s'agenouille devant lui. « Tu as été très sage, Lucas. Je reviendrai à Noël, c'est promis. » Lucas sourit à travers ses larmes. Julie paye Patrick en liquide comme convenu. Il préférait le cash selon l'email. Pour éviter les frais, elle lui donne 100 €. Il la remercie. Il sort de la maison. Il monte dans sa voiture. Une vieille berline grise. Et il part. La fête continue sans lui. Les enfants mangent le gâteau. Ils jouent encore un peu. Puis les parents commencent à partir les uns après les autres. Vers 10 à 8 heures, tout le monde est parti. Julie nettoie pendant que Lucas joue avec ses nouveaux jouets. Elle est fatiguée mais heureuse. La fête a été un succès. Le soir, au moment de coucher Lucas, il dit quelque chose qui fait tiquer Julie. « Maman, pourquoi le Père Noël est entré dans ta chambre ?» Julie s'arrête. « Quoi? Ma chambre ?» Lucas hoche la tête. « Oui, je l'ai vu monter et ouvrir ta porte. » Il avait quelque chose dans les mains. Un outil, je crois. Julie essaie de rester calme. « Tu es sûr, mon chéri? Tu n'as pas confondu avec la salle de bain ?» Lucas réfléchit. « Non, c'était ta chambre, celle avec le grand lit. Il est monté sur une chaise. » Julie sent un malaise. « Il est resté longtemps ?» Lucas hausse les épaules. « Je sais pas. J'ai continué à jouer après. » Julie monte à l'étage après avoir couché Lucas. Elle va dans sa chambre. Tout a l'air normal. Son lit est fait comme elle l'avait laissé. Sa commode est en place. Ses affaires sur la table de nuit. Rien ne manque à première vue. Mais en regardant de plus près, elle remarque quelque chose. Le tiroir du haut de sa commode, celui où elle range ses sous-vêtements. Il est légèrement entrouvert. D'habitude, elle le ferme bien. Elle est maniaque avec ça. Elle ouvre le tiroir complètement. Tout semble en ordre. Ses soutiens-gorge, ses culottes, tout est là. Mais les piles sont légèrement défaites, comme si quelqu'un avait fouillé dedans puis essayé de remettre en place. Et puis, elle remarque autre chose. Sur sa table de nuit, son trousseau de clés. Elle l'avait laissé là ce matin. Mais maintenant, il est orienté différemment. Les clés sont dans un ordre légèrement différent, comme si quelqu'un les avait manipulées. Prises en photo peut être. Mais le malaise reste. Pourquoi Patrick serait-il allé dans sa chambre? Les toilettes sont à côté, pas dans sa chambre. Pourquoi aurait-il eu besoin d'une chaise? Lucas a 5 ans. Il a peur, être mal vu, mal compris. Julie essaie de se rassurer. Elle ferme bien le tiroir. Elle descend. Elle essaye de ne plus y penser. Les jours passent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Une semaine entière. Julie n'a toujours pas reçu les photos que Patrick devait envoyer. Elle vérifie ses spams. Rien.
Elle vérifie tous ses dossiers. Rien. Elle commence à trouver ça vraiment bizarre maintenant. Il avait dit qu'il enverrait les photos dans les jours suivants. Ça fait une semaine complète. Elle retourne sur le site qu'elle avait utilisé. Elle cherche le profil de Patrick. Elle veut lui envoyer un message pour lui rappeler les photos. Mais elle ne trouve pas son profil. Elle cherche dans toutes les sections. Elle fait défiler tous les profils. Patrick n'y est plus. Son profil a disparu. Supprimé. Julie commence à paniquer légèrement. Elle cherche un email de contact pour le service client. Elle leur explique la situation. Elle attend une réponse. Le lendemain, elle reçoit un email qui la glace. Le service client lui dit qu'ils n'ont aucune trace de Patrick dans leurs animateurs, qu'ils n'ont aucune réservation à son nom, qu'elle a peut être utilisé un autre site, qu'il existe malheureusement des sites frauduleux qui copient leur apparence. Julie retourne vérifier. Elle compare l'adresse du site qu'elle avait utilisé avec celle du vrai site. Elles sont presque identiques. Presque. Mais pas tout à fait. Une petite différence. Subtile. Presque invisible si on ne fait pas attention. Elle a utilisé un faux site. Une copie. Une arnaque. Julie sent la panique monter. Elle a laissé entrer chez elle quelqu'un qui n'était pas un vrai animateur. Quelqu'un qui a créé un faux site. Quelqu'un qui lui a menti. Et ce quelqu'un est allé dans sa chambre. Ce quelqu'un a fouillé dans ses affaires. Lucas avait raison. Elle aurait dû l'écouter. Il a parlé d'un outil, d'une chaise. Qu'est-ce que Patrick a fait exactement? Elle ne sait pas quoi faire. Appeler la police? Mais pour dire quoi? Qu'elle s'est fait avoir par un faux site? Qu'elle pense que le Père Noël a fouillé dans ses tiroirs mais rien ne manque? Ça va paraître ridicule. Elle décide d'attendre, de voir si quelque chose d'autre se passe. Quelques jours plus tard, elle reçoit un message d'une amie, Claire, une amie proche qu'elle connaît depuis le lycée. « Julie, il faut que je te parle. C'est bizarre. J'étais sur un forum en ligne et j'ai vu quelque chose de troublant. Je pense que c'est ta maison. Appelle-moi. » Julie appelle immédiatement. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Claire hésite. Elle a l'air vraiment mal à l'aise. « Julie, tu vas sur quel genre de site ?» Parce que j'étais en train de scroller sur un forum et je suis tombé sur un post bizarre. Et les photos, je pense que c'est ta chambre, ta salle de bain aussi. Julie sent son cœur s'arrêter. Quoi? Envoie-moi le lien. Claire lui envoie. Julie ouvre le lien en tremblant. C'est un forum, un endroit glauque d'Internet où elle ne va jamais. Le post date d'il y a quelques jours. Le titre dit quelque chose comme « Mission réussie, accès total, famille ne se doute de rien ». Julie clique. Et là, elle voit des photos de l'intérieur de sa maison, de sa chambre, son lit, sa commode, le tiroir ouvert avec ses sous-vêtements étalés sur le lit, chaque pièce disposée comme pour être inventoriée, sa salle de bain, ses produits cosmétiques alignés sur l'étagère, sa brosse à dents, ses médicaments, l'intérieur de son armoire avec tous ses vêtements sortis et exposés, ses chaussures alignées par paires, des photos prises avec un angle bizarre, comme si elles étaient prises rapidement, discrètement, avec un téléphone tenu à hauteur de poitrine. Il y a aussi des photos de son trousseau de clés, des gros plans sous différents angles, comme si quelqu'un documentait chaque clé pour pouvoir les reproduire plus tard. Julie va vomir, littéralement. Elle court aux toilettes, elle vomit, ses mains tremblent. Quelqu'un est entré chez elle, a fouillé partout, a sorti toutes ses affaires intimes, les a disposées, les a photographiées comme des trophées et les a postées en ligne pour que des milliers d'inconnus les voient. Ses sous-vêtements, ses médicaments, sa vie privée, violée, étalée sur Internet. Elle retourne sur le post en tremblant. Elle lit les commentaires. Il y en a des dizaines, des centaines peut-être. Bien joué. La technique marche à tous les coups. Comment t'as fait pour avoir autant de temps seul? T'as installé une caméra ou juste pris des photos? Les commentaires continuent. Des gens qui félicitent, qui demandent des conseils, qui veulent faire pareil. L'utilisateur qui a posté répond à certains commentaires. Il explique sa méthode en détail, créer un faux site qui ressemble à une vraie plateforme.
Les gens ne font jamais attention aux détails. Cibler des mères seules, elles sont plus vulnérables. Période de Noël parfaite parce que tout le monde veut faire plaisir à leurs enfants. Le costume donne confiance. Les gens baissent leur garde. Pendant la fête, les gens sont distraits. Les enfants courent partout. Le bruit, le chaos. On peut facilement s'éclipser 10 ou 15 minutes. Monter à l'étage, explorer, prendre des photos, photographier les clés pour pouvoir faire des doubles plus tard. Personne ne remarque rien. Un autre utilisateur demande quelque chose sur les caméras. L'utilisateur répond « Juste une. » Le détecteur. C'est le plus facile. Tu dévisses l'ancien, tu visses le nouveau. Ça prend 3 minutes. Tu te positionnes comme si tu réparais quelque chose. Personne ne suspecte rien. Et après, tu as une vue directe sur tout. Julie sent son sang se glacer. Le détecteur de fumée. Lucas a dit que Patrick avait un outil, qu'il était monté sur une chaise. Elle lève les yeux au plafond de sa chambre. Le détecteur de fumée est là. Blanc, round, normal en apparence. Mais est-ce que c'est vraiment le sien? Elle ne sait même plus. Julie n'en revient pas. C'était calculé, méthodique. Patrick n'est pas un animateur qui a juste fouillé par curiosité. C'est un prédateur, quelqu'un qui fait ça régulièrement, qui a une technique rodée, qui partage ses exploits en ligne comme des trophées, qui donne des conseils à d'autres pour qu'ils fassent pareil. Elle prend des captures d'écran de tout, le post, les photos, les commentaires. Elle sauvegarde tout sur son ordinateur, sur une clé USB aussi. Puis elle appelle la police. Elle leur explique tout. Le faux site, le faux Père Noël, les photos en ligne, les commentaires, le détecteur de fumée. L'officier au téléphone prend l'affaire au sérieux. « Restez chez vous, madame. Ne touchez à rien. On envoie quelqu'un tout de suite. » 2 policiers arrivent 1 heure plus tard. Un homme et une femme. Julie leur montre tout. Le faux site, le post sur le forum, les photos, les commentaires, les explications sur la méthode. Les policiers sont choqués. C'est la première fois qu'on voit ce genre d'arnaque organisée comme ça. Mais c'est clairement illégal. Violation de domicile, atteinte à la vie privée, potentiellement installation de dispositifs de surveillance. On va ouvrir une enquête. Il lui pose des questions. Est-ce que quelque chose manque dans la maison? Non, rien. Est-ce qu'elle a remarqué autre chose de bizarre? Elle mentionne le tiroir entrouvert. Le trousseau de clés déplacé. Le commentaire de Lucas sur la personne dans sa chambre avec un outil et une chaise. Les policiers inspectent la maison. Ils montent à l'étage. Ils vont dans la chambre de Julie. L'un des policiers regarde le détecteur de fumée au plafond. « Vous vous souvenez quand vous avez installé ce détecteur, madame ?» Julie réfléchit. « Je ne l'ai jamais installé. Il était déjà là quand j'ai emménagé, il y a 3 ans. » Le policier monte sur une chaise. Il examine le détecteur de plus près. Il sort un petit outil de sa poche. « Je peux le dévisser ?» Julie hoche la tête, terrifiée. Le policier dévisse délicatement le détecteur. Il l'ouvre, et là, il voit. À l'intérieur, en plus du mécanisme normal, il y a quelque chose d'autre. Un petit circuit électronique, une batterie minuscule, et un tout petit objectif, une caméra. Une caméra cachée intégrée dans le détecteur. Julie sent ses jambes se dérober. Elle s'assoit sur son lit. Une caméra, dans sa chambre, qui la filme. Depuis combien de temps? Depuis la fête? Ça fait plus d'1 semaine. Le policier redescend de la chaise avec précaution. Il tient le détecteur comme une pièce à conviction. On va l'emmener pour analyse. Mais il y a clairement une caméra là-dedans. Elle est encore active apparemment. Il y a une petite lumière qui clignote à l'intérieur. Julie réalise. Patrick l'a filmé pendant plus d'1 semaine, dans sa chambre, en train de se changer, de dormir, d'être simplement chez elle, toute son intimité capturée. Peut être diffusée quelque part en ligne, peut être vendue. Elle se sent sale, violée, trahie. La policière pose sa main sur l'épaule de Julie. « Je sais que c'est difficile, mais vous avez bien fait d'appeler. On va tout faire pour identifier et arrêter cette personne. » Les policiers fouillent toute la maison minutieusement. Ils vérifient tous les recoins,
tous les objets, tous les appareils. Heureusement, il ne trouve rien d'autre. Juste cette caméra dans le détecteur de fumée de la chambre. C'est déjà beaucoup trop. L'enquête est lancée. Les techniciens de la police analysent la caméra. Elle est connectée à Internet. Patrick avait dû utiliser son téléphone pendant la fête pour se connecter au réseau. Peut-être avait-il demandé le mot de passe sous un prétexte. Ou peut-être l'avait-il trouvé quelque part. Les caméras envoient les images en direct vers un serveur distant. Les policiers commencent à remonter la piste, à identifier le serveur, à demander les logs de connexion. Ils contactent aussi le forum pour obtenir des informations sur le compte qui a posté. Ils découvrent que ce compte a posté plusieurs fois. D'autres maisons, d'autres victimes. Toujours le même mode opératoire. Faux site, déguisement, fête d'anniversaire, infiltration, photos, caméra, photos des clés pour faire des doubles. Les policiers identifient au moins 7 autres victimes dans différentes villes sur une période de 2 mois, toutes des mères seules avec de jeunes enfants. Patrick changeait de ville à chaque fois pour ne pas être repéré. Il utilisait différents faux sites, différents noms parfois, mais toujours la même technique, toujours le même pattern. Mais le pire, c'est ce que les enquêteurs découvrent en creusant plus profond dans les posts et commentaires. Patrick ne faisait pas ça juste pour lui. Il ne gardait pas les photos et vidéos pour sa collection personnelle. Il les vendait. Il avait créé des packages d'informations pour chaque maison, photos détaillées de chaque pièce, plans approximatifs, horaires des occupants observés via les caméras, habitudes quotidiennes, points d'entrée, faiblesses de sécurité, photos des clés pour pouvoir les reproduire. Tout était documenté méticuleusement. Et tout était à vendre. Il vendait ces informations sur des endroits cachés d'Internet, à des cambrioleurs, à d'autres prédateurs, à des gens qui voulaient avoir accès aux flux vidéo des caméras, des gens qui payaient pour regarder ces femmes vivre leur vie, pour les espionner, pour les observer dans leur intimité. C'était un business pour Patrick, un business lucratif. Les enquêteurs découvrent que certaines de ces victimes avaient été cambriolées quelques semaines après les fêtes. Elles pensaient que c'était un hasard, de la malchance, mais non. C'était planifié. Les cambrioleurs savaient exactement où aller, quand y aller, quand la maison serait vide, ce qu'il y avait à prendre, où les objets de valeur étaient cachés, parce que Patrick leur avait fourni toutes les informations, des cartes détaillées, des horaires précis, même des copies de clés dans certains cas. D'autres victimes avaient reçu des messages bizarres en ligne après les fêtes, des inconnus sur les réseaux sociaux, des gens qui semblaient en savoir beaucoup sur elles, sur leur maison, sur leurs habitudes, sur ce qu'elles faisaient chez elles. C'était du harcèlement. Des gens qui avaient acheté l'accès aux caméras, qui regardaient ces femmes vivre, qui les suivaient virtuellement, qui les menaçaient parfois, qui leur envoyaient des messages décrivant exactement ce qu'elles portaient le matin même, ou ce qu'elles avaient fait la veille au soir. Des messages terrifiants, qui prouvaient que quelqu'un les observait en temps réel. Julie apprend tout ça progressivement pendant l'enquête. Chaque nouvelle information est un nouveau coup. Elle réalise qu'elle a eu de la chance dans son malheur. Elle a découvert relativement rapidement, après seulement 1 semaine et demie. D'autres victimes ne savaient toujours rien. Elles vivaient leur vie normale pendant que des inconnus les regardaient, les suivaient, planifiaient peu, être pire. Pendant des mois, dans certains cas, les policiers finissent par identifier Patrick grâce à plusieurs éléments. Les informations techniques de la caméra, les données du serveur, les paiements qu'il avait reçus, les traces numériques qu'il avait laissées. Petit à petit, il reconstitue son identité, son vrai nom, son adresse. Il découvre qu'il vit dans une ville pas très loin, qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il travaille officiellement en informatique, qu'il vit seul dans un appartement modeste. Les policiers préparent une opération pour l'arrêter, mais ils veulent être sûrs. Ils veulent avoir toutes les preuves nécessaires. Ils obtiennent un mandat. Ils prévoient d'intervenir dans quelques jours. Mais Julie est terrifiée. Patrick sait probablement qu'elle est allée à la police, parce qu'il avait accès à la caméra.
Il a vu les policiers chez elle. Il a vu qu'ils ont enlevé le détecteur. Il sait qu'il a été découvert. Et elle est encore chez elle, dans la maison qu'il connaît par cœur, dont il a peut être des copies de clés maintenant, parce qu'il a eu le temps. Ça fait plus d'une semaine. Il a photographié son trousseau. Il a pu faire des doubles avec les photos. Julie panique. Elle explique ses craintes aux policiers. Ils prennent la menace au sérieux. On ne peut pas savoir avec certitude s'il a fait faire des doubles de vos clés, mais c'est possible. On vous conseille fortement de changer toutes vos serrures immédiatement et on va poster une patrouille près de chez vous, discrètement, pour surveiller. Julie fait venir un serrurier en urgence le soir même. Elle paye le double pour qu'il vienne immédiatement, même si c'est tard. Elle fait changer toutes les serrures de sa maison, toutes. Porte d'entrée, porte de derrière, porte du garage. Elle fait installer des serrures de haute sécurité. Elle ne peut plus dormir dans cette maison en sachant que Patrick pourrait entrer n'importe quand. Elle dort très mal cette nuit-là. Elle sursaute au moindre bruit. Elle vérifie constamment que les portes sont bien fermées. Elle a installé de nouvelles caméras, de vraies caméras de sécurité cette fois, qu'elle contrôle elle-même sur son téléphone. Elle peut voir toutes les entrées de sa maison, l'avant, l'arrière, le garage. Elle regarde l'application toutes les 10 minutes. Les jours passent. Julie ne sort presque plus. Elle a pris des congés au travail. Elle ne se sent pas en sécurité. Lucas va encore à l'école, mais Julie le dépose et le récupère elle-même. Elle ne le laisse plus marcher seule. Elle ne fait plus confiance à personne. Une semaine passe, puis 10 jours. Les policiers préparent toujours leur intervention. Ils veulent être certains de ne rien rater, de rassembler toutes les preuves, d'identifier toutes les victimes. Et puis, un soir tard, vers 23 heures, Julie reçoit une alerte sur son téléphone. Mouvement détecté à la porte d'entrée. Son cœur s'arrête. Elle ouvre l'application caméra en tremblant. Et là, sur l'écran de son téléphone, elle voit quelqu'un, un homme, à sa porte, en train d'insérer quelque chose dans la serrure, une clé. Il essaie d'ouvrir avec une clé. L'homme porte une casquette baissée sur son visage, une veste sombre. Mais Julie reconnaît sa silhouette, sa façon de se tenir. C'est Patrick. Il est là. Il essaie d'entrer chez elle. Avec une clé qu'il a fait faire d'après les photos. Julie appelle la police immédiatement. Sa voix tremble tellement qu'elle arrive à peine à parler. Il est là. Il est devant chez moi. Il essaie d'entrer. L'opératrice lui dit de rester calme, de rester à l'intérieur, de ne pas approcher de la porte. La police est en route. La patrouille qui surveille est déjà en train de réagir. Julie monte à l'étage avec Lucas qui dort. Elle le réveille doucement. « Chérie, viens avec maman, vite !» Elle l'emmène dans la salle de bain, la seule pièce de l'étage sans fenêtre. Elle ferme la porte. Elle la verrouille de l'intérieur. Elle s'assoit par terre avec Lucas contre elle. Elle regarde son téléphone. La caméra montre toujours Patrick à la porte. Il essaye la clé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il la tourne dans tous les sens. Ça ne marche pas. La serrure a été changée. Il n'a plus accès. Il a l'air confus, frustré. Il regarde autour de lui. Il vérifie qu'il est à la bonne adresse. Il essaie encore. Rien. Et soudain, dans l'application caméra, Julie voit des lumières, des phares, 2 voitures qui arrivent à toute vitesse. Les sirènes sont coupées, mais les gyrophares s'allument soudainement. Les voitures de police s'arrêtent devant la maison. 4 policiers sortent rapidement. Patrick essaie de courir. Il lâche son trousseau de clés. Il court vers la rue. Mais il est trop tard. Les policiers sont partout. Ils lui crient de s'arrêter, de se mettre à genoux, de mettre ses mains derrière la tête. Patrick obéit. Il n'a pas le choix. Il se met à genoux sur le trottoir, les mains derrière la tête. Les policiers s'approchent. Ils le plaquent au sol. Ils le menottent. Ils le fouillent. Ils trouvent plusieurs clés dans sa poche. Des copies fraîchement faites. Elles correspondent aux anciennes serrures de Julie. Il avait vraiment fait faire des doubles. Il comptait vraiment entrer. Julie voit tout ça sur son téléphone. Elle pleure, de soulagement, de peur.
d'épuisement. C'est fini. Il est arrêté. Elle serre Lucas contre elle. Son petit garçon qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais qui sent que sa maman a eu très peur. Les policiers frappent à la porte. « Madame, c'est la police. Vous pouvez sortir. Tout va bien. Il est arrêté. » Julie descend lentement avec Lucas. Elle ouvre la porte. Les policiers sont là. Professionnels. Rassurants. « Il ne pourra plus vous faire de mal, madame. On l'emmène tout de suite. » Patrick est emmené au commissariat, menotté à l'arrière d'une voiture de police. Julie le voit partir. Elle ne ressent rien. Ni colère, ni satisfaction. Juste un vide, un épuisement total. L'interrogatoire de Patrick dure des heures. Au début, il nie tout. Il dit qu'il était juste en train de faire une livraison. Il s'est trompé d'adresse, qu'il essayait juste de vérifier. Mais les preuves s'accumulent. Les clés dans sa poche qui correspondent aux anciennes serrures de Julie, la caméra trouvée chez elle qui envoie les images vers son serveur, son compte sur le forum, les photos qu'il a postées, les messages où il explique sa technique, les traces de paiement, les témoignages des autres victimes qu'il identifie sur des photos. La perquisition de son appartement révèle encore plus. Des dizaines d'appareils électroniques, des ordinateurs, des disques durs, des téléphones, tout est saisi. Les techniciens passent des semaines à analyser le contenu. Ils trouvent des milliers de photos et vidéos, des dizaines de femmes, des dizaines de maisons, des années d'activité, des preuves de vente, des conversations avec des acheteurs, des transactions. Tout est documenté. Finalement, Patrick craque. Il avoue. Il explique qu'il fait ça depuis 3 ans, qu'il a ciblé des dizaines de familles, des dizaines de mères seules, qu'il vendait les informations en ligne, qu'il gagnait beaucoup d'argent comme ça, des milliers d'euros par mois parfois, que c'était devenu son activité principale, plus rentable que son travail normal, et plus excitant aussi selon lui. Il explique sa technique sans aucun remords apparent. Comment il créait les faux sites? Comment il ciblait ses victimes? Comment il profitait du chaos des fêtes pour explorer les maisons? Comment il installait les caméras? Comment il documentait tout? Comment il vendait les packages d'informations? Il parle de tout ça comme d'un business, comme d'une activité normale. Il ne semble pas comprendre la gravité de ce qu'il a fait. Les psychiatres qui l'évaluent sont glacés par son absence totale d'empathie. Patrick ne voit pas ses victimes comme des personnes, juste comme des opportunités, des cibles. Il a une vision complètement déformée et égocentrique de ce qui est acceptable. Il pense que puisqu'il n'a touché personne physiquement, il n'a rien fait de vraiment grave. Il minimise, il rationalise, il se trouve des excuses. Le procès a lieu plusieurs mois plus tard. Julie doit témoigner. Elle doit se lever devant une salle pleine d'inconnus, devant des journalistes, devant Patrick qui la regarde sans expression. Elle doit raconter comment il est entré chez elle sous un faux prétexte, comment il a exploité son désir de faire plaisir à son fils, comment il a fouillé dans ses affaires les plus intimes, comment il l'a filmé dans sa chambre pendant plus d'1 semaine, comment il a posté ses photos en ligne pour que des milliers de gens les voient, comment il a vendu des informations sur elle, comment elle ne se sent plus en sécurité nulle part, comment Lucas fait des cauchemars, comment leur vie a été détruite. Les autres victimes témoignent aussi. Certaines ont été cambriolées. Elles racontent comment elles sont rentrées chez elles pour trouver leur maison saccagée, leurs objets de valeur volés, leurs souvenirs irremplaçables disparus, comment elles se sont senties violées, comment elles ont dû déménager, comment elles ne font plus confiance à personne. D'autres ont été harcelées. Elles racontent les messages terrifiants qu'elles ont reçus, des inconnus qui décrivaient ce qu'elles portaient, ce qu'elles faisaient, où elles allaient, des menaces voilées, des insinuations. Comment elles ont vécu dans la peur pendant des mois, comment elles ont fini par découvrir les caméras, comment elles ont réalisé que des étrangers les regardaient depuis des semaines ou des mois. Une femme raconte qu'elle a dû quitter son emploi, déménager dans une autre ville, changer de nom, parce qu'un des acheteurs d'informations était devenu obsédé par elle.
Il l'avait retrouvée en ligne. Il la suivait partout. Il savait où elle habitait grâce aux informations. Elle avait porté plainte, mais l'homme la harcelait toujours. Elle avait dû disparaître complètement pour se sentir en sécurité. Patrick écoute tous ces témoignages sans réaction visible. Il reste assis, impassible. Son avocat essaie de plaider la clémence. Il dit que Patrick a des problèmes psychologiques, qu'il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait, qu'il a besoin d'aide, pas de prison. Mais personne n'est dupe. Patrick est condamné. Plusieurs années de prison ferme, pour violation de domicile aggravée et répétée, pour atteinte à la vie privée aggravée et répétée, pour installation de dispositifs de surveillance illégaux, pour vente d'informations volées, pour complicité de cambriolage, pour harcèlement. La liste des chefs d'accusation est longue, la peine est lourde. Il devra aussi dédommager toutes ses victimes, payer pour les dégâts matériels, pour les objets volés, pour les frais de déménagement, pour les thérapies, pour le préjudice moral. Les montants s'accumulent, des dizaines de milliers d'euros qu'il devra payer pendant des années après sa sortie de prison. Et surtout, il sera fiché à vie, inscrit au fichier des délinquants, surveillé en permanence. Il ne pourra plus jamais travailler avec des enfants. Il ne pourra plus jamais approcher d'écoles, de parcs, de tout endroit fréquenté par des mineurs. Sa vie est finie, et c'est ce qu'il mérite. Mais pour Julie, ce n'est pas suffisant. Ça ne le sera jamais, parce que même si Patrick est en prison, le mal est fait. Les photos sont encore quelque part, sur des serveurs, dans des ordinateurs d'inconnus. Elles ne disparaîtront jamais complètement. Julie a essayé de les faire supprimer. Elle a contacté les plateformes qui ont supprimé les posts originaux. Mais les gens avaient déjà téléchargé, partagé, reposté ailleurs, sur d'autres forums, sur d'autres sites. C'est impossible de tout effacer. Son intimité a été violée et elle ne pourra jamais la récupérer complètement. Julie a fini par déménager plusieurs mois après le procès. Elle ne pouvait plus vivre dans cette maison. Trop de souvenirs, trop de peur. Même avec Patrick en prison, elle ne se sentait pas en sécurité là-bas. Elle a vendu la maison, avec difficulté parce qu'elle a dû expliquer ce qui s'était passé aux acheteurs potentiels. Finalement, elle a trouvé quelqu'un. Elle a vendu à perte, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste partir. Elle a trouvé un appartement dans une autre ville, un immeuble sécurisé moderne, avec un digicode à l'entrée, des caméras de surveillance partout dans les parties communes, un gardien qui contrôle les entrées, un système d'interphone vidéo. Elle a fait installer des serrures de très haute sécurité. Elle a mis des verrous supplémentaires. Elle a installé ses propres caméras à l'intérieur. Elle vérifie tout le temps. Elle ne laisse plus jamais d'inconnus entrer chez elle. Pas de réparateur qu'elle ne connaît pas, pas de livreur, pas d'animateur, rien. Elle vérifie obsessionnellement les adresses des sites qu'elle visite. Elle lit chaque détail. Elle ne clique jamais sur des liens dans des emails. Elle ne fait plus confiance facilement, à personne. Lucas a dû voir un psychologue pour enfants. Les cauchemars ont duré des mois. Il se réveillait en criant presque toutes les nuits. Il ne voulait plus fêter son anniversaire. Il refusait toute fête, tout événement. Il avait peur que le méchant revienne. Il ne voulait plus voir de personnages déguisés. Pas en vrai, pas en photo, pas à la télé. Même les dessins animés le mettaient mal à l'aise. Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup de séances de thérapie. Beaucoup de patience de la part de Julie. Mais il va mieux maintenant. Lucas a presque 8 ans. Il comprend mieux ce qui s'est passé. Il sait que c'était un méchant monsieur, que ce n'était pas le vrai Père Noël, que le vrai Père Noël n'existe pas de toute façon. C'est juste une histoire. Mais les méchants, eux, existent vraiment. Et il faut faire attention. Toujours. Julie a partagé son histoire en ligne après le procès, anonymement au début, puis publiquement. Elle veut que les gens sachent, que les parents sachent, que ce genre d'arnaque existe, que les prédateurs utilisent n'importe quelle méthode pour entrer chez vous, que la période de Noël est particulièrement dangereuse parce que les gens baissent leur garde, parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs enfants.
Parce que faire venir un personnage à la maison semble être une si belle idée, si innocent, si magique. Sauf qu'un homme déguisé peut être extrêmement dangereux. Le costume donne confiance. Les gens ouvrent leurs portes. Ils laissent entrer. Ils baissent leur vigilance. Parce que c'est un personnage familier. Comment pourrait-il être une menace? L'histoire de Julie est devenue virale. Des milliers de personnes l'ont partagée. Des dizaines de milliers. Des journaux en ont parlé. Des sites d'information. Des émissions télé l'ont invitée pour témoigner. Julie a accepté. Ce n'était pas facile. Raconter son histoire publiquement, encore et encore. Revivre le trauma à chaque interview. Mais elle l'a fait. Pas pour la gloire, pas pour l'attention, mais pour que ça n'arrive plus à personne d'autre, pour que d'autres parents soient plus vigilants, pour que d'autres femmes fassent plus attention. Depuis, les vraies plateformes d'animation ont renforcé toutes leurs procédures de vérification. Elles vérifient maintenant l'identité de leurs animateurs avec des documents officiels. Elles demandent des extraits de casiers judiciaires. Elles font des vérifications de références approfondies. Elles ont mis en place des systèmes techniques pour empêcher les sites frauduleux de les imiter. Ce n'est pas parfait. Ça ne le sera jamais. Les escrocs trouvent toujours de nouvelles méthodes. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Des associations ont créé des listes de contrôle pour les parents. Des choses à vérifier avant d'engager un animateur. Vérifier l'adresse exacte du site. Demander des références vérifiables. Appeler les références. Vérifier l'identité de la personne. Demander à voir une pièce d'identité. Ne jamais payer uniquement en liquide. Toujours garder un œil sur l'animateur. Ne jamais le laisser seul dans la maison. Vérifier qu'il ne monte pas à l'étage. Accompagner s'il doit utiliser les toilettes. Faire un tour de la maison après son départ pour vérifier que rien n'a changé. Ces conseils semblent paranoïaques, excessifs. Mais après ce qui est arrivé à Julie et aux autres victimes, ils sont nécessaires. Parce que les prédateurs existent. Ils sont créatifs. Ils trouvent des méthodes pour entrer dans nos maisons, dans nos vies. Et on doit être vigilant. Julie vit sa vie maintenant, différemment qu'avant, plus prudemment, plus consciemment. Elle vérifie tout, elle fait attention à tout, elle ne laisse rien au hasard. Ses amis lui disent parfois qu'elle exagère, qu'elle devrait se détendre, que Patrick est en prison, que c'est fini. Mais Julie sait que ce n'est jamais vraiment fini, que le trauma reste, que la peur reste, qu'elle ne sera plus jamais la personne insouciante qu'elle était avant. Lucas a grandi. Il va à l'école. Il a des amis. Il joue. Il rit. Il a une vie normale en apparence. Mais il est différent des autres enfants. Plus méfiant. Plus prudent. Il ne parle plus jamais de personnages déguisés. Il ne demande plus de fêtes avec des animateurs. Il préfère des fêtes simples, avec juste ses meilleurs amis. Dans des endroits publics comme des parcs ou des centres, jamais à la maison. Julie respecte ça. Elle comprend. Elle aussi ne veut plus jamais organiser de fête à la maison. Et Patrick, il est toujours en prison. Il purgera encore plusieurs années avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Et même après, il sera sous surveillance constante, fiché, marqué. Sa vie est détruite. Mais Julie se demande parfois s'il a vraiment compris, s'il regrette vraiment ce qu'il a fait. Ou s'il regrette juste de s'être fait prendre. Si dans sa tête tordue, il pense encore qu'il n'a rien fait de si grave, qu'il était juste quelqu'un d'intelligent qui avait trouvé une opportunité. Parce que c'est ça le plus terrifiant dans toute cette histoire. Ce n'est pas qu'un homme malade ait fait ces choses horribles, c'est qu'il l'a fait pendant des années, pendant 3 ans entiers, des dizaines de victimes, des centaines être qu'on n'a jamais identifiées, et personne ne l'a arrêté. Personne ne s'en est rendu compte. Il aurait pu continuer encore des années si Julie n'avait pas eu la chance que son amie tombe sur ce poste, si elle n'avait pas réagi rapidement, si elle n'était pas allée à la police. Et surtout, le plus terrifiant, c'est de savoir qu'il y en a peu être d'autres. D'autres Patrick, d'autres prédateurs qui ont lu son post sur le forum, qui ont appris sa technique, qui font la même chose en ce moment, qui créent des faux sites, qui se déguisent,
qui entrent dans des maisons en profitant de la confiance des gens, qui installent des caméras, qui violent l'intimité de familles innocentes, et qui partagent tout ça en ligne comme des trophées. Alors voilà le message que Julie veut faire passer. Le message qu'elle répète dans chaque interview, à chaque personne qui veut l'entendre. La prochaine fois que vous engagez un animateur pour une fête, un personnage déguisé, n'importe qui va entrer chez vous, vérifiez. Vérifiez tout, l'adresse exacte du site, l'identité de la personne, ses références. Ne payez jamais uniquement en liquide. Gardez toujours un œil sur cette personne. Ne la laissez jamais seule, même pas 5 minutes, même pas pour aller aux toilettes. Accompagnez, surveillez, vérifiez après. Et surtout, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre, si votre enfant dit quelque chose d'étrange, si vous remarquez un détail qui ne colle pas, n'ignorez pas. N'attribuez pas ça à la paranoïa ou à l'imagination. Vérifiez, toujours. Parce que votre instinct essaie peu être de vous prévenir d'un danger réel. Ne faites pas une confiance aveugle juste parce que quelqu'un porte un costume sympathique, parce qu'il sourit, parce qu'il a de bonnes critiques en ligne, parce qu'il semble professionnel. Tout ça peut être faux. Tout ça peut être une façade. Derrière le costume, derrière le sourire chaleureux, peut se cacher quelqu'un de vraiment dangereux. Quelqu'un qui profite de votre confiance, de votre désir de faire plaisir à vos enfants, pour vous faire du mal, pour violer votre intimité, pour détruire votre sentiment de sécurité. Julie l'a appris de la pire des façons. Elle ne veut pas que d'autres vivent la même chose. Elle ne veut pas que d'autres enfants aient des cauchemars pendant des mois, que d'autres mères se sentent violées et trahies, que d'autres familles doivent déménager et reconstruire leur vie. Alors faites attention, vraiment attention, aux personnages déguisés, aux animateurs trop parfaits, aux sites web qui semblent légitimes mais qui ne le sont pas, à tous ceux qui veulent entrer chez vous. Parce que tous ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et certains sont bien pires que vous ne pourriez l'imaginer.